Bonsoir à vous. Ce soir, pour s'endormir, se relaxer, je vous lis Boule de neige et loup-garou de Charles-Marie Ducharme. Avant de commencer, prenez le temps de vous relaxer, vous installer confortablement. Écoutez. Il y avait grand vacarme, un soir de décembre, chez le père Crédule, au village de Garouville. La cuisine, pièce de réception par excellence de l'humble chaumière du digne vétéran, était bondée de veilleux. Les uns gesticulaient, les autres criaient. Les vieux oubliaient de rallumer leurs pipes culottées, et les jeunes, chose étonnante, faisaient fi des charmes incontestables de mademoiselle Olivette Crédule, jolie brunette de 17 printemps, et le vrai portrait de son père. Bref, on se serait cru en vraie campagne électorale si les mots chasse-galerie et loup-garou, 1000 fois répétés, n'eussent prouvé qu'on était loin d'un engagement en règle entre bleu et rouge. Au moment où je vous introduis dans ce milieu bruyant et superstitieux, le petit Sornet, le coq de la jeunesse de l'endroit, venait de faire entendre un particulier, signe caractéristique qu'il en savait plus long que ses voisins sur le thème de la discussion. Aussitôt, silence complet sur toute la ligne, car on savait que le petit Sornet avait eu, dans le cours de l'après-midi, une entrevue avec le docteur Malin, l'esculape du village, au sujet d'une aventure arrivée la veille au brave docteur, et qui n'était guère de nature à rassurer les peureux. « C'est vrai comme vous m'entendez, » commença le jeune héros. « Le docteur m'a dit comme ça, et il était d'un grand sérieux cette fois, notre docteur, et il n'aurait pas ri pour ben quoi. » Il était bien minuit. Je venais de soigner un malade en danger. En passant devant le pin fourchu, au bas de la colline à Grand-Pré, je vis soudain un petit homme noir sortir du creux de l'arbre et prendre sa course vers le sommet de la colline. Je ne me serais guère occupé du personnage si je ne l'avais vu traîner à sa suite sur la neige une queue, mais une queue, longue comme d'ici à demain. Il y avait longtemps que le petit homme noir avait disparu au haut de la colline, et la queue sortait toujours, en frétillant comme une anguille. Je crus voir le diable en personne, et sans prendre le temps de mesurer cette queue phénoménale, je pris mes jambes et j'arrivai à la maison plus mort que vif. « Encore une fois, c'est vrai comme vous m'entendez, et notre docteur l'a bien dit qu'il n'avait jamais compté une menterie de sa vie. » Cela devait être vrai, en effet, et tous en étaient convaincus, car le docteur était savant et peu crédule de sa nature. Puis, le petit Sornet n'était pas un gars ordinaire. Il possédait une mémoire de 4. Il était loin de parler suivant les règles quand il conversait, mais quand il s'agissait de rapporter un discours, un sermon, il n'avait pas son pareil à 10 lieues à la ronde, et il s'exprimait avec toute la netteté et la correction de langage de ceux qui l'avaient entendu. Garouville n'ayant pas de pasteur résident, et ses habitants ne pouvant aller souvent à la messe au village voisin, vu leur éloignement, le petit Sornet s'installait dans la barouche du facteur rural le samedi soir, et revenait le dimanche, à la brune, sur le même véhicule, après avoir entendu le sermon du curé, qu'il s'empressait de répéter aussitôt textuellement à toute la population rassemblée dans l'une des maisons de la localité. Les personnes qui avaient entendu le curé le matin et le petit Sornet le soir ne se faisaient aucun scrupule d'avouer que le sermon était identiquement le même, et qu'il n'y avait de différence que dans la personne du prédicateur. Donc, il n'y avait pas à en douter, le bon docteur avait vu un personnage extraordinaire. Était-ce le diable, ou bien un loup-garou doté d'une queue démesurée? Les opinions étaient partagées. Néanmoins, après mûre délibération, le loup-garou obtint finalement tous les suffrages, attendu que, style de notaire, le diable n'avait rien à gagner à exhiber ainsi gratuitement sa personne, et que, d'un autre côté, toute la famille sans façon, en revenant un soir de la noce, avait rencontré près du pin fourchu Coquin, un luron qui avait été contraint de quitter le village,
plusieurs années auparavant, à propos d'une peccadille quelconque. L'obscurité avait été trop profonde cette nuit-là pour pouvoir distinguer la fameuse queue. Elle devait exister quand même, puisqu'on avait cru entendre un frôlement inaccoutumé dans les longues herbes bordant la route. Coquin courait le loup-garou, cela sautait aux yeux, et il était du devoir de tout bon chrétien de le délivrer à tout prix. On était unanime là-dessus. Restait le choix des armes. Personne n'en avait. Pourtant, il en fallait coûte que coûte. L'inspiration vint heureusement aux braves habitants de Garouville sous la forme d'une vieille épée rouillée, suspendue à la muraille, relique des temps héroïques où l'aïeul du père Crédule s'était illustré en maintes occasions. « Voilà du Randal !» s'écria le petit Sornet, qui se rappelait une citation historique du curé voisin. « Et s'il faillit à l'honneur, nous saurons bien improviser des armes. »« Oui, oui, oui !» répétèrent les autres, faisant chorus. « Nous improviserons des armes !» Ceci était bel et bien, mais il fallait compter avec l'imprévu. Aussi, avant de marcher au combat, chacun se munit-il d'une arme quelconque. Celui-ci avait fixé une hache au bout d'une longue branche d'érable, celui-là avait attaché un grappin au bout d'une corde, puis, sous la conduite du père Crédule, brandissant son épée légendaire, on était parti en colonne, dans la direction du pain fourchu, sur le refrain. Malbourg s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaine, Malbourg s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Le refrain roula rondement pendant quelque temps, mais plus on se rapprochait du champ de bataille, plus les voix modifiaient leur diapason. On était encore loin du pain fourchu que plusieurs commençaient à rengainer leur bravade et regrettaient amèrement de s'être embarqués dans cette galère. Ils continuèrent à avancer néanmoins, faisant bonne contenance malgré leurs angoisses intérieures, mais à un détour du chemin, pan! Leurs résolutions belliqueuses se dissipèrent comme une fumée et ils détalèrent avec une vitesse de 5 lieues à l'heure, laissant le père Crédule, le petit Sornet et 3 autres, tous ébahis de se trouver sans arrière-garde. Cette découverte faillit les mettre eux-mêmes en déroute, et ils se préparaient déjà à faire queue aux déserteurs, quand le respect humain vint heureusement à leur rescousse. Que dirait-on, le lendemain, dans le village, s'ils revenaient sans avoir touché leur loup-garou? Ils poursuivirent donc leur route, fort peu rassurés sur l'issue de leur campagne nocturne, et atteignirent sans nouvelle alerte le pain fourchu. Crédule, le doyen de la bande, en capitaine émérite, embrassa d'un coup d'œil les avantages et les désavantages du terrain, puis assigna à chacun son poste et ses fonctions. Il plaça le petit Sornet à droite de l'ouverture du pain, et lui recommanda de tenir son grappin prêt à toute éventualité. À José échut le poste à gauche de l'arbre, avec mission de happer le loup-garou au passage, avec sa corde à nœud coulant, tandis que ses 2 autres compagnons se tiendraient par derrière pour lui prêter main forte. Puis, au signal convenu, les nouveaux engins de guerre de nos Archimèdes en herbe se mettraient en mouvement, et Coquin, à sa sortie de l'arbre, serait maîtrisé par le nœud coulant. Le grappin empêcherait sa queue de frétiller, et le père Crédule, avec son épée, opérerait la délivrance. Comme on le voit, son plan était savamment combiné. Ainsi posté, on attendit une longue heure. Le vent qui gémissait dans les sombres rameaux venait seul, par intervalles, rompre la monotonie de l'attente. Nos braves en embuscade commençaient à s'ennuyer. Enfin, Crédule crut entendre un léger bruit dans la cavité de l'arbre. « Attention, mes amis, dit-il tout bas. La danse va commencer. » À peine avait-il proféré ces paroles que son attention fut attirée par un bruit insolite qui se produisait sur le sommet de la colline à grands prés. On aurait dit la chute d'un corps. Cette chute fut suivie d'un craquement de broussailles, puis un rayon de lune perçant soudain l'obscurité découvrit aux sentinelles affolées une masse grise descendant la pente de la colline dans leur direction avec une vitesse vertigineuse. Déjà remplis d'effroi par l'alerte prématurée de Crédule, cette apparition mit le comble à leur terreur. On avait bien prévu le cas où le loup-garou sortirait de l'arbre,
mais non celui où il bondirait vers eux comme un lion déchaîné. La situation était intolérable, et sans plus s'occuper de leur honneur en jeu, cordons, grappins, branches d'érable allèrent tomber pêle-mêle dans la neige, et, sauf qui peut, le père Crédule avec les autres. La boule grise allait un train d'enfer, et le père Crédule, qui n'avait plus ses jambes de 15 ans, reçut bientôt un vigoureux croc-en-jambe et alla s'étendre de tout son long dans la neige. Il y serait encore sans la peur qu'il releva plus vite qu'il n'était tombé. Il prit de nouveau sa course, oubliant de lancer un cartel à celui qui avait surpris en traître un vétéran de 1812, et arriva à son logis, jurant, mais un peu tard, qu'il n'irait plus de ses vieux jours délivrés des loups-garous. Il y eut bien des insomnies cette nuit-là, à Garouville, et nos preux étaient loin d'y être étrangers. Moins maltraités, la plupart, que le père Crédule, ils n'endormirent pas mieux, et l'aurore soulevait déjà son rideau rose, qu'ils croyaient encore apercevoir à leurs fenêtres la silhouette d'un petit homme noir, les menaçant avec un rictus sinistre de sa queue fabuleuse. Malgré leur débandade, le grand jour retrouva nos héros de la veille sur le terrain de leurs exploits. Ils venaient recouvrer les objets perdus. On a beau avoir peur, l'intérêt ne s'avoue jamais vaincu. Sornet trouva son grappin, le grand José son lasso, et le père Crédule, qu'on n'espérait plus revoir en ce bas monde, ne trouva rien. Le diable avait-il trouvé Durandal à son goût? Il fallait bien y croire, après les vaines perquisitions faites çà et là dans la neige. On allait renoncer à la partie. « Ah, le beau couteau !» dit tout à coup une voix enfantine non loin d'eux. Chacun se retourna pour voir un bambin en extase devant une boule de neige colossale. Ils avaient été suivis à leur insu. « Mon épée !» dit le père Crédule en apercevant la pointe du prétendu couteau. On s'approche de la boule, on palpe, on enlève la neige tout autour de la pointe acérée. Plus de doute, c'était bien Durandal, et elle avait même transpercé la boule de neige de part en part. Comment était-elle là? On ne devina rien, d'abord, tant la trouvaille avait été inattendue. Mais le premier moment de surprise passé, le petit Sornet pouffa de rire et s'écria « Bravo! Le père Crédule n'a pas manqué son loup-garou !» Malgré la déconvenue de tous, un éclat de rire universel accueillit cette piquante sortie. L'aventure en serait restée là, tant ceux qui y avaient pris part désiraient qu'elle demeurât cachée. On comptait sans l'enfance, qui est terrible et ne connaît point de secret. Aussi, le soir, grâce au bambin au couteau, l'histoire de la mystification était-elle répandue par tous les villages, et on ne parlait que des chevaliers sans peur et sans reproche qui délivraient leurs loups-garous en perforant des boules de neige. La présence de la boule en ces parages s'expliquait assez facilement. Il y avait eu un léger dégel la veille, et la neige était devenue malléable. Les gamins de Garouville en avaient profité pour ériger au sommet de la colline dominant le Pin Fourchu un énorme bonhomme de neige, avec une bedaine à rendre jaloux tout avocat bien posé. À l'heure où Crédule et ses compagnons faisaient le quart auprès de leur arbre, un coup de vent ayant ébranlé le chef-d'œuvre des bambins, le nouveau colosse avait pivoté sur ses bases, puis, rencontrant la pente de la colline, il avait roulé avec une vitesse inouïe dans leur direction, et sans prendre la peine de constater l'identité du volumineux personnage, ce ne pouvait être que le diable en costume de nuit, ils avaient décampé sans se faire prier. Pas assez vite, cependant, pour empêcher la boule de frapper le père Crédule en passant, et de le gratifier d'un billet de parterre en échange de l'épée de son aïeul, dont il n'avait pas encore osé se départir. Il paraît que depuis cette aventure héroïque-comique, on ne croit plus aux loups-garous à Garouville. C'est bien le moins. Quant au docteur Malin, il rit encore de l'issue drôlatique de sa campagne contre la superstition populaire. Si les crédules s'assuraient toujours de la taille ou du physique des loups-garous et des fantômes qu'ils évoquent sans cesse dans leurs récits au coin du feu, ils verraient à l'instant que l'objet de leurs insomnies répétées n'est après tout qu'une boule de neige en promenade ou qu'un équivalent Erusdem Farinae.